Alors, bonjour à vous tous. Je suis vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui avec nous pour finalement s'accorder aussi un petit temps de rêve, de balade, de voyage, et notamment aujourd'hui en Espagne. L'objectif, c'est vraiment de vous apporter à tous qui avaient potentiellement envie de partir vivre, travailler en Espagne, des conseils, des astuces qui puissent vous permettre finalement de soit conforter vos choix et aussi vous équiper de la meilleure manière pour avancer. Alors, rapidement, je me présente. Je m'appelle Yvan Ledot, je suis coach professionnel et notamment, je travaille à l'école centrale où j'ai en charge toute la création et l'animation de l'offre à destination des diplômés, donc de la sortie de l'école à la retraite, pour les accompagner à faire face à leurs enjeux professionnels et dans le développement de leurs compétences. Donc, il y a un certain nombre d'éléments, d'événements, d'activités qui sont mis en place, avec notamment des webinaires, du coaching, de la formation. Alors, partir travailler c'est une forme de webinaire qui a été créée il y a quelques mois de ça. On a déjà voyagé à Montréal, à San Francisco. Donc, s'il y en a qui sont aussi intéressés par ces éléments-là, il y a déjà des vidéos qui existent. Et comme je le disais à nos co-animateurs, que je vais vous présenter dans 2 secondes, c'est une vidéo c'est un webinaire qui a aussi beaucoup pour vocation de vivre dans le temps. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on enregistre ce webinaire. Alors, aujourd'hui, en fait, tous les conseils vont venir de personnes qui vivent cette réalité-là, de vivre à Barcelone. Alors, et ce ne sont pas simplement des personnes, ce sont aussi des diplômés qui ont des parcours similaires aux vôtres. Donc, on a Camille Peloquin qui est là. Voilà. On a Bertrand Martrino, voilà, qui vit donc à Barcelone depuis 16 ans. On a Thierry Delmas, qui vit également à Barcelone, mais a vécu dans aussi de nombreux pays. Et puis, on a Florent, qui est aussi un représentant de Barcelone. Alors, ils vivent tous à Barcelone. Alors, on aurait pu appeler ça partir travailler à Barcelone. Mais certains d'entre eux ont vécu, comme Camille, notamment un peu à Madrid, notamment en tant qu'étudiant. Donc, l'objectif, ça va être avant tout de recueillir les bonnes pratiques. Donc, je pense qu'on va se lancer directement. Donc, qui serait prêt à se lancer? Camille, peut-être, je te propose de nous raconter un peu comment tu t'y es pris, toi, pour trouver un emploi à Barcelone et peut-être en amont te présenter rapidement. D'accord, merci. Bonjour, donc je suis Camille Péloquin, diplômé de Centrale Nantes. J'ai une dizaine d'années d'expérience, enfin 10 ans, 2010-2020. Et donc j'habite depuis 6 ans à Barcelone. Depuis que j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé un petit peu à Madrid, 6 mois. Je suis parti à Paris 6 mois. J'ai trouvé un autre boulot aux Pays-Bas pendant 1 an et demi. Je suis redescendu sur Toulouse pendant 2 ans et finalement maintenant 6 ans à Madrid. Donc ça a été beaucoup de petits boulots, entre guillemets, et maintenant une plus grande expérience. Pour les 3 fois où j'ai trouvé du boulot en Espagne, la première fois c'était grâce au tuteur des disciplines, traitement du signal à Centrale Nantes directement, qui avait proposé un certain nombre de stages. Et donc, j'avais appliqué à un et j'avais été pris. Donc, directement, plus avec le réseau de l'école centrale. La deuxième fois, c'était plus de mon côté. Moi, je travaille dans le secteur spatial. Et donc, je sais qu'il y a à cette époque-là, du moins, il y avait un portail spacecarrière.com, je crois que c'est, où il y avait un certain nombre d'emplois listés sur ce portail. Il y a très peu d'offres dans le secteur spatial à Barcelone. C'est plus aux Pays-Bas, Allemagne, Italie, France. Donc, c'était assez facile de voir le peu d'offres qu'il y avait. Et finalement, comme j'expliquais un petit peu précédemment, j'ai postulé à Barcelone en même temps que Toulouse.
Ça a été un peu long la réponse à Toulouse, non, pardon, à Barcelone. Du coup, je suis parti à Toulouse. Mais bon, j'avais encore dans la tête l'idée de descendre un peu plus bas, d'aller en Espagne. Donc, j'ai insisté un peu et j'ai vu une offre d'emploi à nouveau dans la même entreprise dans laquelle j'avais fait la première fois l'entretien. Et finalement, ils m'ont accepté cette fois, la seconde fois, sans entretien. Comme j'avais déjà fait les entretiens la première fois, ils m'avaient mis dans la liste. Et bon, le jour où j'ai postulé, eh ben, ils m'ont pris. Et là, récemment, j'ai changé, ça fait 1 an et demi d'entreprise. Donc, j'étais dans une plus petite entreprise, genre un peu start-up. Et là, maintenant, c'est Indra, donc c'est plus grosse entreprise de l'IBEX. L'IBEX, c'est comme le CAC 40 en Espagne. Et, donc, dans le secteur spatial et en particulier la navigation par satellite, donc le programme Galileo. Et donc, j'ai trouvé à partir de LinkedIn, un peu par chance, parce que j'avais postulé, j'ai vu le nom de l'entreprise, Indra Sistemas, et j'ai postulé à un poste junior. Donc, c'était ingénieur système junior, je crois, en me disant, je ne sais pas, pourquoi pas. Et ils m'ont rappelé en disant, bon, tu n'as peut-être pas le profil juste junior, tu as l'air d'avoir un peu plus d'expérience. Et donc, on a d'autres offres d'emploi qui pourraient plus te correspondre. Et finalement, ça s'est bien passé. J'ai été pris il y a 1 an et demi. Bon, j'ai fait d'autres entretiens entre-temps. Il ne faut pas dire qu'à chaque fois que j'ai fait un entretien, ça a marché. Mais donc, il faut insister. Il faut surtout insister. Ok. Et qu'est-ce qui a fait donc qu'est-ce qui a fait que ton profil a été retenu? Quelles actions peut-être qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Non pas dans le profil, mais dans la façon dont tu as géré tes processus de recrutement. Euh, d'abord, c'est un peu par rapport au profil. Parce que Ouais. j'ai eu la chance de faire un stage à l'Agence spatiale européenne Mhm. et après de participer à un programme Young Graduate Trainee, et c'est pour les jeunes diplômés à l'Agence spatiale. Du coup, quand on a fait ce programme dans le secteur spatial, c'est assez reconnu et c'est une bonne porte d'entrée pour n'importe quelle entreprise du spatial. Ok. Après, par rapport à ce que j'ai bien fait ou pas, c'est pas facile à dire parce que les entretiens, bon, c'est un peu, on essaye de faire le mieux à chaque fois en pensant qu'on a fait le mieux. Euh, Là, la dernière fois, il y a eu 2 entretiens, un entretien technique, un entretien fonctionnel. L'entretien technique, j'ai trouvé les mots, j'ai bien trouvé les mots au niveau technique et au niveau fonctionnel aussi. Donc, du coup, je pense que c'était plus le profil global que j'avais. Et je parle espagnol. J'étais à Barcelone depuis quelques années, donc je comprends le catalan. Non, mon fils est à l'école catalane, donc je parle un peu catalan. Et l'anglais, bon, je parle bien anglais aussi. Donc déjà, la maîtrise des langues, peut-être aussi, Oui, c'est ça aide. ça. D'accord. Merci beaucoup, Camille. Ouais. Bertrand, donc si tu peux te présenter rapidement, puis nous dire comment tu as trouvé cette première expérience en Espagne. Alors, je suis breton, je suis Bertrand Martineau, je suis un breton du Morbihan, de Vannes. J'ai 46 ans et ça fait actuellement 16 ans que que je suis sur Barcelone. Donc, moi, j'ai été diplômé en 98. Je suis sorti de Centrale en 98. Je faisais partie de la première promotion par apprentissage à l'époque, qui avait été impulsée par Fillon, qui était le président de région à l'époque. Et donc, je suis rentré directement, quasiment au sortir de l'école, dans l'industrie automobile. Et je suis parti à ce moment-là en Normandie. Donc, c'était fin 98, début 99. Et je suis resté dans l'automobile depuis. Donc, je suis arrivé à Barcelone grâce à une promotion que j'ai eue au sein de l'entreprise où j'étais. Elle venait d'acheter deux usines à côté de Barcelone. Ce n'est pas exactement Barcelone, c'est un peu en dehors. Dans Barcelone, il n'y a plus tellement d'industrie. Il n'y a plus tellement d'usines. Donc, le projet du départ, ça a été d'unifier, d'intégrer l'entreprise que je connaissais sur une usine flambant neuve. Donc, ça, c'était en 2005. Et puis, je suis resté ici. Donc, les années ont passé. Alors, moi, je n'ai pas cherché d'emploi. On est toujours venu me chercher. Donc, au sein de cette entreprise, environ 4-5 ans après,
vers 2009, j'ai été chassé pour venir là où je travaille actuellement. Actuellement, je suis directeur technique dans une autre usine automobile, donc pour d'autres pièces, où je suis en charge de tout le développement et mise au point des produits nouveaux. Ok, merci beaucoup Bertrand. Thierry, à toi, si tu peux te présenter et nous expliquer comment tu t'y es pris, toi, pour trouver un poste à Barcelone. Bonjour, donc c'est Thierry, moi je suis toulousain d'origine, j'ai 57 ans et j'ai toujours rêvé de travailler à l'étranger. Ça a été comme ça, ça a toujours été comme ça. Donc en fait, j'ai jamais travaillé en France, j'ai toujours essayé de trouver une position à l'étranger. Pourquoi? Pour apprendre, pour me prouver quelque chose. Bon, évidemment, parler des langues est important, c'est certain. Il vaut mieux avoir une certaine connaissance, pas nécessairement une maîtrise, mais une certaine connaissance de la langue pour essayer de faire quelque chose. Maintenant, avec des moyens d'Internet, je crois que vous avez quand même la possibilité facilement d'essayer de voir ce qui se passe dans les autres pays. Et de plus, je crois que vous parlez bien mieux anglais que ce que nous parlions à l'époque. Ce qui est aussi un très bon atout. Moi, j'ai commencé à travailler en Afrique. Après, je suis revenu en France. Puis après, j'ai trouvé un emploi en Italie. Et depuis l'Italie, c'est comme ça que je suis arrivé en Espagne. Long story short, vous savez exactement ce que vous voulez faire, mais vous ne savez pas exactement comment ça va se terminer. Voilà. Moi, j'aurais pu partir, au lieu de partir en Italie, j'aurais pu partir en Allemagne, j'aurais pu partir en Hollande, j'aurais pu partir au Chili, j'ai terminé en Italie. Moi, ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions. L'expérience que nous avons chacun est notre propre expérience, mais quand on cherche quelque chose et qu'on désire le faire, a priori, un jour ou l'autre, on y arrive. Voilà. C'est un bon conseil. Merci beaucoup. Donc, toi, Thierry, comment tu t'y es pris juste pour cette dernière expérience notamment? Expérience, en fait, moi, je travaillais en Italie. Je travaillais pour un groupe italien qui avait aussi certaines bases en Espagne, un groupe automobile dans l'électronique. Donc, moi, je suis parti, j'ai changé de division à l'époque et je suis parti d'Italie pour travailler en Espagne. Voilà, tout simplement. Ok, donc c'est vraiment un changement de division. Après, j'ai changé de position à l'intérieur. En Espagne, j'ai changé de division. Après, j'ai changé de travail à l'intérieur du pays. D'accord. Florent, pour le coup, je te fais revenir parmi nous. Alors, Florent, du coup, je te laisse te présenter rapidement. Florent est aussi un diplômé qui est là parmi nous aujourd'hui pour nous expliquer comment il s'y est pris. Donc, vas-y, Florent, je te laisse te présenter et puis expliquer comment tu as trouvé ton emploi ou comment tu as créé ton emploi aussi à Barcelone. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, alors moi, je suis un petit nouveau ici. Ça fait 2 ans à peu près que je suis à Barcelone. Très rapidement, en fait, pourquoi je suis à Barcelone? En fait, mon épouse a été mutée. Elle travaille pour une grande entreprise du CAC 40 et elle a été mutée sur Barcelone. Et ça tombait avec ma reconversion professionnelle. En fait, voilà. Donc moi, j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie, à peu près la construction. J'avais fait HGO, donc l'architecture navale en sortie de centrale, avec un petit passage au Danemark pour faire un TFE et puis rester un peu plus longtemps parce que j'adore le Danemark, et également une année en Australie, grosso modo, entre le I2 et le I3. Et à un moment donné, voilà, après 10 ans, je me dis, voilà, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Voilà, j'ai fait un petit bilan et je me suis décidé de me reconvertir en coach professionnel. Voilà. Et du coup, maintenant, voilà, j'ai mon entreprise. Et pourquoi Barcelone? Parce qu'à un moment donné, les deux chemins se sont croisés. Et c'est là où, à un moment donné, je rebondis sur ce que Thierry venait de dire, c'est qu'à un moment donné, on ne choisit pas. Moi, j'avais, à un moment donné, voilà, je m'étais dit, voilà, je vais changer de carrière professionnelle, je vais créer mon emploi. Du coup, mais j'étais à Paris, donc je me dis, je vais créer à Paris. Et puis, à un moment donné, pouf, comme ça, les chemins qui se croisent et je me suis retrouvé à partir à Barcelone. Voilà. Donc, maintenant, je travaille à distance. Mon entreprise est toujours en France, toujours à Paris. Mes clients sont surtout à Paris. Et voilà, je grenouille un petit peu dans la sphère francophone en Espagne. Peut-être la précision aussi par rapport à Centrale Nantes, c'est qu'aujourd'hui, avec Camille, on anime en fait la communauté centralienne sur l'Espagne. Donc, si jamais vous avez des questions peut-être après, avec en relais d'Ivan, etc., ça peut être aussi notre porte d'entrée avec effectivement, j'ai oublié de le préciser, que tu étais référent au niveau espagnol. Donc, c'est toujours le moyen d'aller plus loin. Alors, je dis nous parce qu'en fait, Camille, du coup, était là aussi avant. Et puis voilà, pour des raisons entre nous, on s'est organisé pour être un peu co-responsable, on va dire, de l'activité. Donc voilà, donc n'hésitez pas également si vous avez des questions auprès de Camille.
Voilà, que dire de plus? Non, voilà, moi, c'est vraiment l'opportunité qui m'a fait venir ici. Et je suis content. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser sur les meilleures façons finalement de trouver un poste ou de se créer un poste à Barcelone? Sophie, est-ce que tu as une question? Je te vois pour le coup, c'est un peu facile. Non, j'ai une question. Bonjour à tous. Est-ce qu'il vaut mieux être sur place ou est-ce qu'à distance on peut réussir à trouver du travail? C'est une très bonne question. Alors, je vais répondre parce que j'ai eu la chance de faire d'employer pas mal de personnes. Je crois que dans les 2 dernières années, surtout après ce qui nous est arrivé depuis le mois de mars, je crois qu'on est capable de faire du hiring directement par Skype ou par Teams ou par ce que vous voulez. Donc, c'est plus intéressant d'être sur place, oui, c'est certain, mais c'est beaucoup moins nécessaire qu'avant. Beaucoup moins. C'est beaucoup moins nécessaire qu'avant. Une chose aussi qui est importante, c'est d'avoir une certaine connaissance de la langue, c'est certain. Ça, oui. Par contre, ayant un profil ingénieur, c'est beaucoup plus facile de vous adapter parce que vous êtes transparent. La technique n'a pas de langue. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'adapter. Alors justement, c'est un point dont on parlait, Thierry, quand on s'est vu pour préparer le webinaire, sur justement la reconnaissance du diplôme d'ingénieur en Espagne et notamment la reconnaissance du diplôme centralien. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus à ceux qui nous écoutent? Je peux vous en parler très longtemps, mais je vous ferai une petit résumé très simple. Le diplôme, comme on le connaît dans son pays, n'est valable que dans son pays. J'insiste sur le sujet. Quand on a fait Politecnico di Torino en Italie, c'est la meilleure école d'ingénierie qu'on peut faire en Italie, c'est reconnu exclusivement en Italie. Quand on a fait PFL en Suisse, c'est reconnu uniquement en Suisse. Et quand on a fait Centrale en France, c'est reconnu uniquement en France. Donc vous serez un ingénieur, ce qu'on appelle un ingénieur supérieur, ce qu'on appelle en Espagne, mais les gens sont incapables de faire un classement des écoles. Incapables. Alors donc, ça, c'est un point important, mais c'est pas du tout négatif. C'est pas du tout négatif. Bien au contraire, parce que je crois qu'un étranger apporte quelque chose qu'un local n'a pas. Donc il faut jouer là-dessus. Vous êtes un ingénieur supérieur, vous êtes un ingénieur supérieur. Voilà. Ça veut dire quoi, un ingénieur supérieur? Vous êtes un ingénieur supérieur? C'est l'équivalent du Master 2 en France. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Parce qu'en Espagne, en fait, tu as 2 niveaux. Tu as l'ingénieur plutôt technique, plutôt opérationnel, et l'ingénieur plus global, en fait. C'est vraiment une particularité espagnole. Au début des années 80, ils ont unifié les dénominations, ce qu'on nous appelle technicien et ingénieur. En fait, en Espagne, ça s'appelle ingeniero. Tout le monde est ingénieur. Alors après, il y a la dénomination finale qui est ingénieur technique, ce serait l'équivalent de technicien supérieur. Et ingénieur supérieur, c'est nos ingénieurs. Okay. Et donc, il y a beaucoup d'ingénieurs techniques qui se font passer pour ingénieurs juste en omettant la dernière. Et ça a un peu dévalorisé le titre d'ingénieur, en fait. Mais ça, c'était un point qui est important, c'est qu'en fait, il y a toute cette recherche, quelque part, de sémantique locale à laquelle il faut être quand même vigilant avant même de vouloir postuler. De la même manière que le point que vous mettez en avant, qui est de dire, finalement, votre diplôme, le classement du diplôme, il n'est pas connu. Pourquoi est-ce qu'effectivement, vous vous autoriseriez pas effectivement à le présenter? Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut porter une attention. Comme lorsqu'on postule à l'étranger, une entreprise qui peut être très connue, effectivement, de manière nationale, peut être complètement méconnue à l'international. Donc, il s'agit aussi, notamment sur votre CV, d'y apporter de la visibilité en termes de structure, notamment combien d'employés, potentiellement quel chiffre d'affaires, et puis quel est le secteur. Parce que le recruteur a besoin de pouvoir aussi se projeter. Travailler d'une structure à l'autre, ce n'est pas la même chose. Travailler dans une start-up, ce n'est pas la même chose que travailler dans un grand groupe automobile. On sait effectivement que vous n'aurez pas le même niveau potentiellement d'adaptation et ou de processus et de complexité, notamment au niveau de l'agilité politique, etc. Donc,
c'est des éléments sur lesquels il faut être vigilant et sur lesquels vous pouvez, il est pertinent en tous les cas de donner de la visibilité. Si vous aviez d'autres astuces, Florent, oui. Il y a 2 personnes en fait qui nous ont contactés sur le chat. Ah oui? Hein, une première question sur la partie plus, bon, comme merci. dit la personne, plutôt terre à terre, hein, sur la partie retraite, sécurité sociale. Ah, c'est bon ça. Ouais, voilà, donc ça c'est quand même un point, je pense, qui mérite qu'on en discute tous ensemble. Et puis une deuxième personne qui nous a parlé en anglais, qui voulait en fait des astuces pour les non-européens pour trouver un job en Espagne. Voilà. Oui, alors faut-il parler espagnol pour partir en Espagne? Quelle est votre réponse là-dessus? Est-ce que c'est un prérequis? Là, c'était plutôt les non-européens, hein, c'était plus global, je pense. Oui, alors est-ce que c'est un prérequis ou pas? Légalement, c'est compliqué. Sorry, Rafet, do you understand French or do you want to get through in English? I would like to answer you in English. Okay, sure. Is it fine for everyone? English? Hope so? All right, perfect. So I think, currently, because, my wife, she's from Guatemala. And from all the family, that was, a big topic because, of course, we want that all the family come along and, work with us, here in Barcelona, in Spain. And that was very difficult. That was tough to find a job here for non-European people. I'm going to be clear with you. Sometimes very tough. Okay. Sometimes very tough. Because, this is pretty much the same as in France. If you want to hire a non-European here in Spain, you need to prove that, this candidate is better than other people right there, this model on the Spanish market. Meaning that you cannot find the same level of qualification that someone who is here actually. Meaning that they have to prove. And the process of recruiting is very, very long and very expensive for companies. So it could be, but it's tough. Okay, I understand. Thank you. Florent, si on repart sur la première question, là je vois effectivement, pour partir en Espagne et y travailler, vaut-il mieux parler espagnol? Donc, quelle est votre réponse là-dessus? Est-ce que l'espagnol suffit ou est-ce que, moi j'aimerais bien aller travailler du côté de Valence et je sais qu'il parle le valencien un peu là-bas, mais également l'espagnol. Et j'imagine que c'est la même problématique du côté de Barcelone, encore plus marqué avec le catalan. Est-ce que vous en êtes sorti avec l'espagnol, avec le castillan, ou est-ce que vous avez dû aussi apprendre la langue plus locale? Alors, en fait, l'Espagne, là on parle de l'Espagne, mais en fait, ce n'est pas du tout un pays homogène. C'est un pays plutôt, on va dire, fédéral, mais le fédéralisme diffère suivant les régions. Donc, elles n'ont pas toutes les mêmes niveaux d'autonomie. Et effectivement, on va trouver des régions à forte identité, avec des langues locales. Alors, bon, pour nous, l'industrie, c'est surtout le nord, c'est le Pays Basque, la Catalogne et un petit peu Valence. Alors, on peut vivre partout juste avec l'espagnol. Ça suffit pour commencer. Maintenant, si vous vivez à Barcelone-Ville, l'espagnol vous suffira tout le temps. Par contre, si vous allez à l'intérieur, moi je suis à 50 km de Barcelone vers les Pyrénées, là, que je vois depuis ma fenêtre d'ailleurs tous les jours. C'est 100% catalan. Il n'y a personne qui parle espagnol ici. Tout le monde sait parler espagnol, mais ce n'est pas la langue d'usage. Donc, il faut forcément s'y mettre. Mais ça, c'est une fois que vous êtes là. L'espagnol, pour démarrer, c'est suffisant. Valence, je dirais que c'est moins marqué, le catalan. Et l'anglais, est-ce que c'est un prérequis? Est-ce que vous l'utilisez? Quelle est la réalité de l'usage de cette langue-là? Alors ça dépend plutôt de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Moi, je suis dans une multinationale brésilienne en ce moment. Les propriétaires changent. Donc, l'anglais, c'est presque la langue officielle. Mais si c'est une entreprise espagnole avec des clients en Espagne et des fournisseurs en Espagne, il faut savoir parler anglais de toute façon pour une multinationale. Si c'est une entreprise locale, c'est pas nécessaire. OK. C'est Thierry, là. Un point pratique sur le sujet. Là. La partie culturelle, vous pouvez l'avoir dans la langue locale, sans problème. Mais la partie industrielle, vous l'aurez toujours en espagnol. Toujours en espagnol. Vous n'aurez jamais aucun problème avec le catalan. J'ai travaillé dans les fins fonds perdus de la Catalogne et les fins fonds perdus du Pays Basque. Vous n'aurez jamais de problème. Vous êtes étranger, vous n'aurez jamais de problème. Tout le monde parle espagnol. L'industrie parle espagnol et anglais. Point barre. Ce n'est pas un problème. Au niveau culturel, c'est autre chose. C'est votre affaire. Le théâtre se fait dans la langue locale. D'accord. Mais au niveau industriel, vous parlerez toujours espagnol et anglais.
Merci beaucoup. Juste pour, puis on parlera sur les sujets potentiellement de la retraite, etc., plutôt dans les phases suivantes. Là, si on faisait un petit résumé, là déjà, des éléments concrets qui permettent de trouver un emploi. Donc, j'ai entendu effectivement l'espagnol est quand même un prérequis, quand même. Est-ce qu'il y a un niveau indispensable? Est-ce qu'il y a un moyen, il y a un diplôme à aller chercher? Qu'est-ce qui est recherché, on va dire, à ce niveau-là? Moi, personnellement, on ne m'a jamais rien demandé. J'ai jamais eu à prouver que je parle espagnol, ni avec un niveau spécial. Je l'ai appris, je vais dire, presque seul. Je n'ai pas fait de cours. On a quand même la chance, en parlant français, d'avoir une langue où la grammaire va être similaire. Après, c'est une musique. Hein. Vous apprendrez l'espagnol, l'italien, mais je ne sais pas s'il y a des niveaux. Moi, dans mon cas, on m'a jamais demandé. J'entends qu'en fait, vous avez trouvé tous, soit via effectivement la maison mère dans laquelle vous étiez embauché dans un autre pays, soit tout simplement en répondant à une annonce sur LinkedIn. Alors, moi, en étant très transparente, je suis assez étonnée que ça allait être si simple parce que de ce que j'ai vu dans les autres pays, c'est beaucoup moins simple que ça pour trouver un emploi. Souvent, le réseau reste un élément important. C'est quoi votre point là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui prend la parole? Oui, c'est Thierry. Moi, je vais faire un petit commentaire, c'est très personnel. Hein. Oui. Essayez durant des mois. Ça marche. Ça marche. J'ai rencontré des gens dans le monde entier qui sont sortis de leur pays, qui n'ont même pas rêvé de ça. Quoi. Je vais vous donner une anecdote toute simple. Une personne que j'ai connue à Hong Kong, un Espagnol, qui travaillait pour Emirates. Il faisait de la maintenance sur avion. Il voulait changer. Il a répondu un jour à une annonce de Cathay Pacific. Le garçon s'est retrouvé en 3 semaines à Hong Kong. Parce qu'il avait la connaissance. Ils ont pris la connaissance, ils sont allés prendre le gars où il fallait, ils l'ont payé correctement, sans plus. Le gars est parti à Hong Kong, 10 000 km plus loin. Il ne pensait même pas, lui. Il ne pensait jamais sortir d'Espagne. Je vous le donne comme anecdote pure et simple. Alors, c'est quoi ton point, Thierry? Essayez. Il faut essayer. Il faut essayer de continuer. Never stop. Je vous invite à lire un petit livre du fondateur de Nike. Just do it. Shoe Dog. Lisez-le. Si vous voulez le faire, vous y arriverez. Il faut continuer. Vous y arriverez. Persuadé. Si tu regardes un petit peu le parcours, c'est un peu le parcours de Camille, en fait. Tu regardes à un moment donné l'hyperspécialisation, quoi, c'est ça. Hein. Oui, aussi, oui. C'est qu'à un moment donné, peut-être dans votre candidature, c'est vrai que, alors moi je parle personnellement, quand je suis sorti il y a 10 ans, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit putain, comment je vais faire pour trouver un boulot, et puis on va jouer la statistique un peu. Là, on va arroser, et puis on se dit que le pourcentage va faire qu'à un moment donné, on va trouver une offre. Ça, c'est peut-être, il y a peut-être aujourd'hui par exemple, peut-être en réfléchissant sur la valeur ajoutée finalement. Quelle est votre valeur ajoutée par rapport à l'offre? Mettez-vous à la place du recruteur. Qu'est-ce que le recruteur attend finalement derrière cette offre? Et à partir de là, vous pouvez vous projeter en disant, voilà, moi, comment je pourrais apporter quelque chose à l'entreprise? C'est peut-être ça où finalement la valeur ajoutée va se mettre en avant, et c'est là où vous allez peut-être pouvoir faire une différence. Peut-être. C'est un bon point. Et puis, je pense qu'effectivement, un autre élément qui est aussi clair, c'est comme le disait Thierry, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir du moment où on prend le choix et on a envie, en tous les cas, de vivre une expérience à l'international, il faut juste déjà essayer, il faut y aller. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir, plus vous allez avoir une idée claire de ce que vous visez potentiellement comme type de cible professionnelle, comme type de secteur, et là où effectivement quelque part il y a aussi un intérêt sur le marché, et ben ça va vous permettre quelque part de mettre en place une stratégie aussi de recherche d'emploi qui va être plus efficace. Ça m'amène à vous poser la question, c'est-à-dire aujourd'hui là, si on veut travailler à Barcelone et ou en Espagne, quels sont les secteurs sur lesquels il y a plus d'intérêt, il y a plus de réceptivité sur le marché pour un ingénieur? Je crois qu'il y a un point important dans les secteurs, c'est qu'en fait, il y a un déficit d'ingénieurs actuellement.
Les chiffres espagnols sont tout à fait similaires aux chiffres français. Bon, évidemment, la population est 15% plus faible, mais c'est du même acabit. En France, on forme à peu près 40 000 ingénieurs par an, il y a besoin de 60 000. En Espagne, on forme 30 000 ingénieurs par an, on a besoin de 50 000. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a un gros besoin qui n'est pas couvert. Oui, alors moi j'entends ce que tu dis, Thierry, c'est hyper positif, etc. Mais la réalité, c'est que, enfin, moi je le vois aussi, ne serait-ce qu'à travers l'école, à quel point, je veux dire, c'est loin d'être si simple que ça pour les gens. C'est pas parce qu'effectivement il y a une formation qui met à disponibilité un certain nombre d'ingénieurs et qu'il y a un besoin en face que ça se crée. C'est-à-dire qu'il faut aussi à un moment donné mettre en place une stratégie, il faut réfléchir un peu les éléments et il faut avoir l'envie, comme tu le disais, d'y aller. Au-delà de ça, du coup, quels sont les secteurs qui embauchent actuellement en Espagne? Pas le tourisme, en tout cas. Ouais. Je sais que par exemple, dans la défense, en ce moment, notamment chez Indra, un des secteurs porteurs, c'est ça, c'est la défense. Ils ont gagné des contrats pour le FCAS, c'est le futur avion de combat européen. Et donc, c'est la France, l'Allemagne et l'Espagne. C'est trois énormes contrats. Et là, par exemple, chez Indra, en ce moment, ils sont en train de… aujourd'hui, ils nous ont envoyé un mail disant que si vous voulez changer de position chez Indra et vous voulez aller travailler pour le programme FCAS, on recrute énormément, que ce soit en interne ou en externe. Donc, je ne sais pas. Après, c'est la défense. C'est un secteur assez spécialisé, peut-être, oui, aussi. Mais bon, ça ratisse pas mal de choses. Quand je dis pour construire un avion, ce n'est pas juste construire la partie mécanique. Il y a du traitement de l'information, il y a beaucoup d'informatique, beaucoup de stockage de données. Nous, c'est pareil pour les satellites. Là, le programme de navigation, il y a trois parties. Il y a la partie dans l'espace, c'est plus la partie justement hardware, tout ce qui est construction du satellite. Mais après, au sol, il y a besoin d'un certain nombre d'ingénieurs, je dirais plus système, informatique et tout ce qui est nouveau aussi, parce qu'ils cherchent à aller du côté de l'innovation dans ce secteur-là. C'est des secteurs qui ont une inertie assez longue. Du coup, même si les choses qu'ils essayent de pousser en ce moment ne seront appliquées que d'ici 5 à 10 ans, ils essayent de s'aligner quand même. Donc, tout ce qui est cloud, tout ce qui est machine learning, blockchain, je ne sais pas, mais bon, tout ce qui est à la mode en ce moment, en tout cas, par exemple, dans le secteur de la défense, au moins du côté de la recherche, c'est assez en vogue. C'est un bon impact. Si c'est quelqu'un qui a un profil un peu défense généraliste, souvent généraliste, c'est pas mal, mais qui en plus maîtrise des nouvelles technologies, je pense que c'est un bon point. Après, c'est peut-être pas si facile que ça à trouver parce que, comme je dis, il y a une inertie assez longue, donc il faut des profils assez structurants pour pouvoir rentrer dans ce secteur-là. Camille, est-ce que tu as les mêmes filtres, si tu veux, au niveau de la personne, comme en France, secteur de la défense, où ils te font passer, tu sais, un peu par la DGSE, etc., pour vérifier tout ton parcours, si tu es habilité, etc. C'est pareil ou… Oui. Ouais. Il y a une demande d'accréditation au ministère. Voilà. J'étais obligé de le faire par rapport au ministère espagnol et en plus, ils ont demandé au ministère français. Ouais. Okay. J'ai été investigué de partout. Mais du coup, parce que tu avais 6 ans en Espagne, c'était pour ça. Ouais. Merci pour cette information, Camille, qui est très pertinente en tous les cas. Je vous propose de passer au deuxième élément qui me semble important, qui est de se dire finalement quelles sont les différences interculturelles que vous avez pu observer, identifier, vivre au niveau dans le monde professionnel. Qui a envie de commencer là-dessus? Florent, peut-être? Ouais, alors, les horaires peut-être, Ouais. Les horaires, peut-être un peu plus flexible, peut-être.
on est peut-être moins à regarder la pointeuse, peut-être. Hein, la notion de présentisme existe peut-être un petit peu moins que chez nous en France. C'est quoi les horaires classiques Ça dépend des entreprises, on est bien d'accord. Hein. Ça dépend si vous êtes dans le nord, le sud, ça dépend si c'est une entreprise familiale ou pas. Mais typiquement, enfin, voilà, si vous arrivez un petit peu après 9h30, bon, les gens ne vont pas trop vous embêter, quoi. Alors qu'en France, des fois, on va vous regarder de travers parce que vous n'êtes pas à 8h30 dans les bureaux. Ça peut arriver. Et les Voilà. horaires de fin de travail, globalement, c'est quoi les grosses Un petit peu avant, influences? non? Je sais pas, 17, non? Ça dépend des 17, 18. Puis les cadres, un peu plus 18, 19, ça s'aligne. Hein. Mais c'est vrai que… Enfin, je sais pas hein, ce que vous en pensez les autres, mais c'est vrai Camille, que… Bertrand, les Moi, je horaires dirais de que le journal télévisé en Espagne est à 9h du soir. Donc, ça donne un peu l'idée de l'après-midi. Voilà. La pause, le sandwich du matin vers 10h30 et manger vers 13h, 13h30, 14h, voire 15h. Ouais, c'est ça. Et la fin du travail, pour toi, par exemple, Camille, c'est quoi? C'est assez flexible. Donc, moi, ça s'est adapté un peu en fonction de la famille aussi. Mais je fais plutôt 7h30, 17h. Ok. Bon, donc il y a quand même cette ouverture. Des grandes différences culturelles en termes de façon de manager, de gérer les employés. Qu'est-ce que vous avez Plus pu ouvert, remarquer? peut-être. Plus ouvert, peut-être. Hein, peut-être les gens un peu plus, je sais pas, un petit peu plus souriants, peut-être un peu plus facile dans le contact, en fait, un peu plus facile de… Voilà, il y a peut-être moins de codes à respecter, peut-être. Hein. Ouais. Il y a Bertrand? une proximité dans le contact déjà. Déjà, tout le monde se tutoie. Le vous, c'est très, très peu utilisé. Alors, peut-être un peu plus en Catalogne. Et dans le reste de l'Espagne, c'est le tu et le prénom. Et ça, que ce soit le président de l'entreprise ou que ce soit le petit commerçant ou un opérateur sur ligne. Tutoiement généralisé. Ce qui n'empêche pas que le propriétaire de l'entreprise ou le directeur, ça reste le directeur. Mais donc, c'est quelque chose qui peut des fois nous déstabiliser parce qu'on a l'impression, entre guillemets, qu'on est son ami, bien vu, alors que pas du tout. Hein, la hiérarchie, elle est quand même là. Mais on n'a pas cette barrière. Donc, ce qui fait, ce que disait Florent, ouais, peut-être il y a un contact plus facile, on arrive à savoir ou à communiquer des choses plus faciles. Peut-être même des fois trop, hein, parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir lui raconter être plus direct, ça faut faire attention avec ça. C'est peut-être aussi un peu plus tactile, plus chaleureux, donc dû à ça. Par contre, on évite la poignée de main tous les jours. Ça marche pas. Ça, c'est vraiment vu un truc qu'on a tendance à faire. Ça passe pas. Le management à l'espagnol est comment? Qu'est-ce que si vous deviez le caractériser, vous diriez quoi? Moi, je dirais peut-être qu'il est moins formel, ce que disait Bertrand. Ouais. Sur la forme. Par contre, il faut gérer les égos de manière un peu plus délicate. Quoi. C'est tout à fait ça. Enfin, tout le monde a lu Astérix et Obélix en Hispanie. Soupe à l'oignon et crouton, c'est pas une légende, ça existe et on l'a tous les matins. Ouais. C'est ni positif ni négatif, c'est un trait de caractère. C'est différent. S'il faut penser à soupe à l'oignon et crouton, voilà, ça s'arrête là. Il y a peut-être moins de fierté collective et plus de fierté individuelle. Exactement. Donc un ego exacerbé. Et donc il suffit quand les gens vous sourient, il suffit quand nous on pense qu'ils sourient, mais non, ils sourient un peu moins que ceux qui sourient réellement. Et quand ils ne sourient pas du tout, ils sont un peu moins fâchés que ce que nous on pense réellement. Bon, après, il y a des exemples, ça va un peu à l'extrême. Hein. Bertrand, tu travailles avec les Brésiliens. Bon, c'est un peu peut-être l'extrême, les Brésiliens. Les Espagnols sont un peu entre les deux. Voilà. Mais c'est un peu plus olé, quoi, sincèrement. Donc, il faut savoir enlever, comme on dit ici, du fer à la chose. Il faut savoir comprendre que les gens qui sont si agréables ne sont pas si agréables et les gens qui sont si fâchés ne sont pas si fâchés. Camille, tu allais dire quelque chose? Je rejoins ce que disait Thierry. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnalités à gérer en général. Et puis le management est moins formel. Hein. Au niveau de la documentation ou au niveau des emails, l'important c'est que l'information passe. Et bon, si le document n'est pas toujours hyper clean, bon, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Ok. Les autres, non, c'est bon. Vous voyez que ça comme type de différence? Peut-être qu'en arrivant
en tant que Français, enfin de jeunes Français, si vous arrivez sur le marché espagnol, c'est peut-être ça, c'est peut-être s'adapter quoi. Hein, s'adapter et puis d'être conscient qu'à un moment donné, les gens font autrement, mais c'est pas forcément que c'est mauvais. C'est peut-être ça finalement. C'est qu'à un moment donné, ils font différemment. Ça peut vous choquer parce que ça va peut-être vous paraître pas bon, pas parfait. En plus, avec les formations, on nous a demandé toujours d'être parfait. C'est peut-être ça, ou à un moment donné, prendre un peu de recul. Ouais, c'est pas parfait, mais ça marche aussi. Donc, ils ont peut-être raison finalement. La réunion à l'espagnol, parce que c'est toujours un élément qui est assez distinctif d'un pays à l'autre. Avec la tapas. Ça dure des heures. Ça dure des heures. Au début, je venais en Espagne, donc j'y habitais pas, mais je venais dans des usines espagnoles et j'avais l'impression de poser une question simple où j'imaginais une réponse simple et ils discutaient pendant 30 minutes entre eux et au bout d'un moment, il y en a un qui disait oui ou non. Et ça résumait 30 minutes. Donc c'est un peu ça, ouais, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Moi, j'ai eu deux cas comme ça, tu vois. Premier cas, je donnais des cours de management dans une école de commerce à côté. On faisait une réunion d'équipe en fait avant de commencer la première session, si tu veux, de cours de management. Et on avait pris une demi-heure. En gros, on était 4 professeurs. Il y avait le coordinateur pédagogique, tu vois. Puis on se dit voilà, bon, en gros, on va papoter un petit peu, voir comment on va faire. Au bout de la 25e minute, moi, j'étais le seul à regarder ma montre et je me dis attendez, là, dans 5 minutes, on va commencer les cours. Mais on n'a pas commencé à se dire qu'est-ce qu'on va donner comme cours en fait. Et là, tout le monde, ah ouais, ça va, là, comment c'est ton on s'est excité. Et en 5 minutes, finalement, on a fait ce qu'on avait fait dans une demi-heure. Il faut arriver à canaliser les gens. C'est difficile de se centrer sur un sujet. Donc, il faut bien cadrer, bien le centrer, voire l'écrire, l'avoir au tableau présent tout le temps pour faire revenir tout le monde. Et plus il y a de gens, plus ça va parler. Hein. Donc, j'entends les différences. Alors, moi, je trouve, pour aussi avoir vécu dans d'autres pays, que chaque style apporte bien évidemment des éléments différenciants, mais surtout aussi positifs par rapport à d'autres. Alors, ça serait quoi les grandes forces, on va dire, du style managérial espagnol ou de la façon de vivre et de ressentir le travail en Espagne? Lâcher prise. Ouais. Lâcher prise. Et puis le bon côté de l'ego, c'est-à-dire ça va se faire. Pourquoi? Parce que ça va se faire. Il faut le rendre le vendredi 21. On y arrivera. Et le vendredi 21, ça arrive. Tout est là. Les Européens du Nord, ils planifient, comme disait Churchill, le plan vaut rien, mais le planning vaut tout. Ils planifient durant 3 ans. Ils arrivent le vendredi 21. Les Espagnols, ils planifient un peu moins. Ils arrivent le vendredi 21. Alors, est-ce qu'il y a quelque part cette notion de confiance qui est peut-être plus présente? Non, je crois que non, c'est pas une notion de confiance. Je crois que c'est tout à fait le contraire. C'est une notion d'ego. Et les gens voient qu'ils ne peuvent pas perdre la face devant les autres et ils vont y arriver. Et ils vont y arriver. Même si les 3 derniers jours, il faut qu'ils travaillent 25 heures par jour, ils vont y arriver. Ça, alors après, dans les entreprises, c'est en fonction de la qualité de l'entreprise, des manières de travailler. Chez Indra, qui travaille dans la défense, comme Thales, évidemment, c'est beaucoup plus planifié. L'automobile, c'est très planifié. J'ai travaillé dans des entreprises qui étaient moins planifiées. On y arrive aussi. Ça marche comme ça. Il y a beaucoup d'ego, les gens le font. Et les gens considèrent que c'est leur tâche, même de faire un peu le travail des autres, ce que, par exemple, les gens du Nord ne font jamais. Les gens du Nord arrêtent de travailler à la limite de leur boulot et laissent tomber. Même si le projet tombe, ce n'est pas leur problème. Les Espagnols ne feront pas. Les Espagnols feront que toute l'équipe arrive à livrer un projet et le fera correctement. Et ça arrivera. Et ça c'est une belle force. Alors évidemment, parfois, ça peut penser que, comme disait Florence, c'est un peu planifié. D'accord, mais ça arrive. Et ça se fait. Et ça se fait. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Même ça peut nous surprendre, nous, mais ça marche très bien. Bertrand, toi, tu as le même ressenti? Ah oui, complètement, oui. Parce que moi, j'étais plutôt de la tendance à tout planifier, à savoir le détail, tu vois. C'est l'histoire du pont, non? Il y a, quand on parle de certaines comparaisons avec les écoles d'ingénieurs, des fois, le pont se détruit et on arrive à savoir pourquoi, non? Ou des fois, on ne sait pas pourquoi, mais des fois, ça marche et on ne sait pas pourquoi non plus. En fait, on n'arrive pas forcément à savoir comment ils y arrivent, mais ouais, c'est ça. On leur dit le vendredi 21 et ils y sont.
et on n'arrive pas forcément à savoir tout le détail. Ouais, c'est ça. Et une question, ouais, je rejoins ça complètement. Bon, super. Merci pour cet élément qui, je trouve, est super intéressant. Maintenant, si on allait plus sur la partie un peu professionnelle, personnelle plutôt, excusez-moi, je voulais savoir justement quels sont les avantages et les inconvénients de vivre en Espagne. Et puis après, on pourra peut-être descendre en fonction des villes, en se concentrant notamment sur Barcelone et ou Madrid. Ça peut faire partie des éléments de sélection et de choix à faire pour les gens qui sont là. Qui se lance? Quels sont les avantages et les inconvénients de vivre l'Espagne? J'y vais. Oui. Bon, il y a énormément d'avantages, hein. C'est un pays où c'est difficile à quitter, je pense. C'est très attractif. Déjà, c'est l'ensoleillement. Là, on est le 9 octobre et moi, je suis toujours en short, là, donc c'est plutôt pas mal. Il fait quel degré chez vous, d'ailleurs, là, rapidement? Je ne saurais pas dire, mais… 23, je crois. 23 à peu près, là. 23, je crois, à peu près. Ok. Alors, c'est ceux qui sont près de la mer, hein, parce que quand on se dit l'Espagne n'était pas homogène, c'est au niveau climat aussi, parce que Peut-être dans les montagnes aussi. il fait très chaud l'été, mais alors il fait très froid l'hiver, sauf autour des côtes. Donc Barcelone, alors, on n'est pas loin les uns des autres, mais moi, je suis en manche longue avec j'ai sorti les doudounes déjà. Hein. Ah ouais, hein, d'accord. Ok. Donc le temps, quoi d'autre? C'est vrai qu'à Barcelone, c'est assez tempéré, donc c'est souvent entre 10 et 30, 35, mais ça descend pas vraiment en dessous et ça va pas au-dessus. Mais bon, juin, juillet, août, septembre, on peut aller à la plage tous les jours, donc c'est plutôt pas mal. Ah oui. Et, après, la nourriture, elle est pas mal. Les soins, moi, je trouve ça plutôt correct. Après, il y a des périodes, en ce moment, c'est sûr, c'est un peu particulier, mais en général, ça va. Barcelone, en particulier pour les enfants, la famille, il y a plutôt tout. Il y a plein d'activités, plein d'écoles, il y a plein de choses à faire. Et après, je dirais plus par rapport aux gens, peut-être, il y a peut-être un peu plus de différence entre Madrid et Barcelone. En général, c'est plus accueillant, enfin c'est assez accueillant en Espagne. Les gens, ils sont pas mal dans la rue, c'est facile de parler. Moi c'est vrai que j'étais peut-être un peu plus réservé avant de venir en Espagne, réservé entre guillemets. Et c'est vrai que j'ai appris facilement à parler avec plus le commerçant, à négocier quelque chose, au faire remarquer que bon, finalement, je ne sais pas, il y a un problème, c'est un certain nombre de trucs qu'avant peut-être je gardais plus au fond de moi, on va dire. Et c'est vrai qu'en Espagne, j'ai plus appris à faire ça, plus expressif, plus à m'exprimer. C'est plutôt pas mal. Et puis un dernier petit point entre Madrid et Barcelone, là, Barcelone, c'est très bien. C'est peut-être plus complet, Barcelone, que ce soit pour les jeunes, les moins jeunes. Madrid, moi, j'associe ça plus à la fête, à sortir, ces choses-là. Mais c'est vrai qu'il y a plus de boulot à Madrid qu'à Barcelone, ça, c'est l'impression que j'ai. Et les Catalans sont un peu moins faciles d'accès que les gens à Madrid, je dirais. C'est pas aussi facile que ça à se faire des connaissances. Des connaissances, si, mais des amis, de se voir, surtout en ville comme ça. Faut y aller pour avoir pas des amis, je ne veux pas dire que je suis tout seul, mais on se rencontre plus facilement dans la rue, donc c'est assez bref. On va manger quelque part, mais après, de passer un week-end avec quelqu'un, une semaine, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Merci. Bertrand? Alors, moi, pour une expatriation, moi, je vais la qualifier, c'est une expatriation soft. Parce que, voilà, j'ai envie de faire des courses, je prends ma voiture et 1 heure après, je suis à Perpignan. Ah oui, Donc, effectivement. chez moi, dans le Morbihan, c'est 8 heures de route, c'est 1 heure en avion. Donc, on parlait d'expatriation intercontinentaux avant. Moi, je trouve qu'on n'a pas ce problème-là, on est quand même très près. Donc,
c'est un peu particulier de parler de l'expat en disant que c'est près de la France, mais bon, la proximité fait. Mhm. La langue, c'est facile. Il y a quand même une bonne présence française, et spécialement à Barcelone. Hein, je veux dire, on est beaucoup là. On a le groupe avec Florent là, des centraliens à Barcelone, mais bon, moi, là où j'habite, il y a aussi j'envoie mes enfants à une école. Ils vont faire des groupes d'activités en français. Je connais d'autres parents. On est quand même beaucoup. Il y a une bonne couverture de l'administration française. Il y a un consulat à Barcelone, donc on peut faire les papiers. Parce qu'une fois que vous êtes expatrié, tous vos papiers, ça passe par le consulat. Ça ne passe plus par une mairie ou autre chose. Hein, donc, la couverture sociale, là, justement, on en parlait tout à l'heure. Alors, la santé, comment ça se passe à ce niveau-là? Et notamment aussi la retraite, c'est des points qui sont importants. Alors, il y a deux choix, à ma connaissance. Hein. Thierry pourra me corriger. Mais on peut choisir, en fait, de continuer à cotiser la sécurité sociale en France. Donc, dans ce cas-là, vous percevez votre salaire brut en Espagne. J'ai des collègues qui travaillent dans une autre industrie automobile qui le font. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la retraite, il n'y a aucun changement. Moi, ça n'a pas été mon choix. Moi, je suis totalement affilié au régime de sécurité sociale ici. Donc, j'ai ma couverture santé publique. Alors, il y a 3 systèmes de santé. Il y a le public. Donc, dès que vous travaillez, en fait, vous avez accès à la sécurité sociale. Bon, après, il y a une organisation, il faut savoir où aller. Il y a, on va dire, un régime qui serait un peu complémentaire, mais en fait, c'est des centres de santé différents du public. Et puis, il y a le complètement privé. Il y a les 3, en fait. Donc, le complètement privé, c'est vous allez faire une consultation, vous payez. Il n'y a aucune couverture de personne. Moi, je suis comme Camille, je trouve que ça marche plutôt bien. Bon, c'est vrai qu'on est dans une grande ville, donc il n'y a pas de déserts médicaux. On a accès à tout immédiatement, à n'importe quelle heure, 7 jours sur 7. C'est une facilité. Je trouve que le niveau de vie est similaire et au niveau imposition, je trouve aussi que c'est similaire. Je me rappelle la dernière année où j'ai travaillé en France, c'était en 2004. L'année où j'ai travaillé, donc j'ai perçu mon salaire en 2005 intégralement en Espagne. Le niveau d'imposition était exactement identique, ni plus ni moins. Ok, merci. Peut-être une précision au niveau de la santé. Moi, ce qui m'a un peu, pas choqué, mais ce qui m'a fait une différence quand même avec la France, c'est tous les soins dentaires en fait. Je ne sais pas si vous avez eu la même… le dentaire, c'est compliqué quand même. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai trouvé un dentiste français à Barcelone et il n'y a plus de touche mes dents. Voilà. Sinon, c'est quand même pas top. Hein. Et les délais aussi, des fois, dans le public, si t'as pas, en fait, si tu es grave, on te prend tout de suite. Hein. Par contre, si ce n'est pas très grave, tu peux attendre un mois et demi avant d'avoir un rendez-vous. Hein. Ça peut arriver. Hein. En France, c'est un cas aussi. Hein. Voilà. Bon. C'est pour ça qu'il y a les complémentaires, en fait. C'est pour… quand c'est très grave, de toute façon, c'est le 1112 et à l'hôpital, et là, ce sera très bien. C'est ça. Les maladies graves aussi, mais par contre, pour le quotidien, moi, mon fils a de la fièvre, c'est clair que je l'envoie à la complémentaire, je ne l'envoie pas au public. Ah ouais, c'est clair. Parce qu'il a le temps de guérir 3 fois la fièvre avant que… Exactement, oui. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, dans le sens que par rapport à la France, en Espagne, une personne a la fièvre, enfin un enfant, et ben, on peut aller au CAP, c'est le centre d'attention médicale, et il y a toujours des médecins d'urgence, mais d'urgence soft, on va dire. En France, pardon, c'est vraiment très difficile de voir un médecin le jour même. Ah oui, ça c'est sûr. Et en Espagne, ça c'est possible. Maintenant, c'est sûr que pour quelque chose qui n'est pas très grave et s'il n'y a pas besoin d'attendre, ça peut durer un peu plus longtemps. Au-delà de la santé, Thierry, toi, c'est quoi ton avis là-dessus sur les avantages et les inconvénients je serais très positif sur une chose. Si vous avez envie de partir à l'étranger, faites-le. Et ne le faites pas pour l'argent surtout. Surtout ne le faites pas pour l'argent. Faites-le parce que vous avez envie de le faire. De le faire, je veux dire, trouver un boulot, avoir une vie, faites-le. Vous allez beaucoup plus gagner que ce que vous allez perdre. Vous allez gagner une connaissance de l'industrie, une connaissance de la culture, une connaissance des gens, vous allez gagner une langue. Ouais, quand et une expérience de vie. Quand on parle une autre langue, on a une autre âme, c'est ce qu'on dit, non? Donc, ne pensez pas à ce que vous quittez jamais. Jamais. Pensez seulement à ce que vous allez gagner. Et c'est une expérience fabuleuse. Une expérience fabuleuse. Fabuleuse. Vous allez avoir un cachet après
personnel et professionnel beaucoup plus élevé que ce que vous pensez. Beaucoup plus élevé. Merci pour ce petit mot qui, quelque part, est un peu le mot de la fin, puisqu'il est 28. Si vous avez une question peut-être à poser, ceux qui sont là parmi nous aujourd'hui, aux diplômés présents, c'est le moment. Et puis, sinon, on va se quitter. Moi, j'avais une question plus pour postuler. Est-ce que vous pensez qu'on peut se contenter d'avoir un LinkedIn en anglais ou est-ce qu'il faut essayer d'avoir vraiment un CV espagnol traduit intégralement? Et un LinkedIn espagnol aussi. Hein, Il y a un LinkedIn espagnol. Ouais. Alors, LinkedIn, sincèrement, au début de tout ça, il y avait Ching, Neurona, Viadeo, LinkedIn, qui n'existe plus. Le seul qui persiste, c'est Ching en Allemagne, parce que c'est en allemand. Mais LinkedIn, c'est le passeport international. Tout le monde est sur LinkedIn et tout le monde est sur LinkedIn en anglais. Ouais. Moi, je vous conseille de faire votre LinkedIn en anglais et de ne pas rajouter autre langue. Si vous rajoutez autre langue, ça va être impossible à gérer. Ce que tu peux faire, par contre, si tu veux, de mémoire, tu peux mettre des pièces jointes dans ton profil LinkedIn. Où là, tu peux mettre 3 CV, par exemple, en pièce jointe, un en français, un en anglais, un en espagnol, dans la pièce jointe de ton profil. Alors, après, juste pour la partie LinkedIn, moi, je ne conseille pas de mettre un CV ou quoi en pièce jointe parce que ce qui est important, c'est que la personne se connecte à vous et aille plus loin. Puis je pense que si elle scrolle un peu, elle est capable de voir effectivement votre expérience professionnelle. Donc, il ne faut pas couper le lien, au contraire, il faut le susciter. Et puis, ce que vous pouvez faire sur LinkedIn, c'est que vous avez moyen de faire des profils dans différentes langues. Ça permet quoi? Ça permet que, par exemple, si vous avez un recruteur qui est espagnol, il fait sa recherche en espagnol. Alors après, est-ce qu'il le fait en espagnol ou est-ce qu'il le fait en anglais? Ça, c'est une autre réalité. Et bien, du coup, vous ne tombez pas dans les cracks de la recherche. Et vous êtes là, vous êtes présent et la personne arrive. Voilà. Donc, il n'y a pas à traduire sur le même profil puisque, justement, LinkedIn vous offre cette possibilité de le faire dans des profils différents. Oui. Donc, à minima, puis comme le dit Thierry, c'est vrai que l'anglais, c'est quand même le passeport international. En revanche, si vous êtes attentif à ce qu'on a entendu, hein, qui est l'espagnol, c'est quand même un élément qui est majeur et une langue dont il faut montrer l'usage. Si vous faites faire la différence, c'est certain que moi, de ce que j'entends, c'est que ce serait pas mal de démontrer, en tous les cas, que vous avez, en tous les cas, ce niveau-là et l'expertise de la langue. Voilà. Écoutez, en tous les cas, moi, je vous remercie tous, à vous les diplômés et les co-animateurs, donc Camille, Bertrand, Thierry et Florent, de vous nous avoir transmis et partagé votre vécu. J'espère que les participants, ça vous permet aussi d'avancer. Et puis, notre prochain rendez-vous, ça va être pour un départ en Chine. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure période, mais en tous les cas, c'est dans tous les cas de commencer à réfléchir à ce projet-là. Et ça sera en décembre. Donc, voilà. Merci à tous.